Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Sadi Lalou, le directeur de l'Institut d'études avancées, qui a le bonheur d'organiser avec l'École pratique des hautes études ce cycle de conférences. Ce soir, nous allons avoir la deuxième de ces conférences d'un cycle qui en comprend 9, conférences sur la bioéthique aux frontières de la vie. Et ce soir, nous avons le plaisir d'avoir Dominique Mel, qui est directrice de recherche au CNRS, sociologue, et qui va nous parler, comme vous le voyez ici, de la bioéthique de la procréation revisitée, un sujet qui est d'actualité, qui est chaud, qui est intéressant, qui est difficile. Et nous avons à côté d'elle Séverine Mathieu, qui est la coordinatrice scientifique de ce cycle de conférences et à qui nous devons une affiche qui est tout à fait extraordinaire lors de ce cycle. Je suis vraiment très heureux de pouvoir assister à cette conférence et je ne vais pas vous prendre plus de précieuses minutes et je vais laisser la parole maintenant donc à Séverine. Bonsoir, donc merci d'avoir franchi le périphérique et d'être arrivé au bout de la ligne 12, c'est déjà un grand pas. Nous espérons vous revoir bientôt d'ailleurs à Condorcet. Moi-même je remercie donc encore comme la dernière fois, mais parce que j'y tiens vraiment l'IEA de m'avoir sollicité pour organiser ce cycle de conférences autour de la bioéthique. Je vous présente un peu plus avant Dominique Mel. Donc Dominique Mel est sociologue, directrice donc, de recherche au CNRS, et elle travaille, en fait c'est une des pionnières de ces questions de PMA. C'est une des premières sociologues à avoir travaillé sur l'élaboration des lois de bioéthique, la façon dont elles se sont constituées, aussi bien d'un point de vue sociologique que dans une optique aussi de sciences politiques. Voilà. Donc elle a écrit Naître la controverse bioéthique en 87. Non, c'est sur la loi de 94. Oui, ah bon, pardon, donc 97 peut-être. Voilà. Tout dernièrement, les lois de l'enfantement aux presses de Sciences Po, qui donc était juste après précisément la dernière révision en date des lois de bioéthique de 2011. Parallèlement à ces travaux, elle mène d'autres enquêtes, et notamment sur la question de la maternité célibataire, qui est donc un thème aussi également tout à fait à l'ordre du jour. Voilà. Donc, et elle travaille actuellement sur la révision en cours des lois de bioéthique, en sorte que nous nous croisons d'ailleurs assez souvent ici, ailleurs, à l'Assemblée nationale et sur d'autres terrains. Donc sans plus tarder, je te laisse la parole. Donc Dominique Mel va faire un exposé de 45 minutes, 1 heure, et on vous laissera ensuite la parole. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et Dominique, je te laisse la parole. Merci. Bon, vous m'entendez comme ça, c'est bon? Oui, bon. Alors, la révision qui est la 3e révision de la loi bioéthique, la première loi date de 94, elle a été révisée en 2004, non, c'est la 4e révision. Elle a été révisée en 2004, mais en 2004, on n'a pas parlé de procréation. Moi, je vais parler que de procréation, hein, alors que la loi de bioéthique touche d'autres sujets, la recherche sur l'embryon, l'intelligence artificielle, etc. Donc en 2004, on a parlé de clonage et de recherche sur l'embryon. En 2011, en revanche, tous les thèmes qui sont en ce moment en débat étaient déjà présents dans l'espace public. C'est la 3e révision et on en est donc à la 4e qui est en cours, puisque en ce moment elle est au Sénat, mais on peut en parler quand même parce que l'adoption en première lecture par l'Assemblée nationale le 15 octobre 2019 donne les grandes lignes de cette révision et de cette réforme qui ne vont pas être modifiées par des amendements du Sénat ou même en 2e lecture à l'Assemblée nationale. Les ajustements, les apports seront des ajustements, des détails, des mises en situation, des grandes orientations qui sont d'ores et déjà acquises, à moins qu'il se passe
un renversement complet de toutes les opinions, ce qui est quand même peu probable depuis le temps qu'on en débat. Donc elle a remis à l'ordre du jour du débat public la représentation de la famille, de la parenté, de la filiation et de la parentalité. Et elle induit deux changements fondamentaux par rapport à 1994 et 2011. Ces deux changements fondamentaux sont premièrement, bon, je pense que vous le savez, mais je suis obligée de le dire quand même, l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Et deuxièmement, la levée de l'anonymat des donneurs de gamètes. Alors, l'ouverture de la PMA était à toutes les femmes, hein, comme on dit à toutes les femmes, était une ouverture attendue. Elle était réclamée depuis un certain temps, notamment par les associations d'homoparents et les associations qui luttaient pour la reconnaissance de l'homosexualité. Je précise que dans la loi de 1994, confirmée en 2011, la procréation médicalement assistée ne peut accueillir que des couples hétérosexuels ayant des problèmes d'infertilité médicalement constatés ou risquant de transmettre une maladie grave à leur progéniture. Donc les deux grands changements qui sont introduits par cette ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, c'est premièrement la fin du monopole du modèle hétérosexuel en termes de parenté, et deuxièmement la levée du critère médical. Ce qui sont quand même des transformations assez importantes dans le dispositif des lois de bioéthique. Mais pour relativiser, parce que quand on est chercheur, on relativise toujours les grands bouleversements politiques, pour relativiser, je dirais que cette ouverture et ces deux changements ne sont pas en soi, notamment l'ouverture à toutes les femmes, un véritable bouleversement initié par cette révision. Parce que le véritable bouleversement est initié par la loi pour le mariage pour tous de 2013, loi pour le mariage pour tous qui va faire entrer les couples homosexuels dans la parenté, dans une parenté légitime, puisque en accordant le mariage, on accorde du coup automatiquement, sans même faire des textes supplémentaires, des amendements, etc., l'adoption. L'adoption en tant que couple homosexuel, puisque l'adoption jusqu'à présent n'était autorisée que pour les couples hétérosexuels mariés, ce qui est encore un paradoxe de notre législation actuelle, et aux femmes célibataires. Mais les couples de lesbiennes n'avaient pas le droit, en tant que couple, d'accéder à l'adoption internationale, l'adoption des pupilles de la nation. Et d'autre part, elle autorise, elle rend possible l'adoption de la femme par la deuxième, par sa femme. C'est-à-dire l'adoption de quelqu'un qui est déjà mère, soit pour une relation avec une relation hétérosexuelle précédente, soit en tant que mère célibataire. À partir du moment où elles entrent dans le mariage en 2013, la deuxième mère peut adopter l'enfant. Donc arrive dans le paysage familial quelque chose qui était complètement prohibé, ignoré, interdit, même s'il existait dans la société, à savoir l'homoparenté, la parenté homosexuelle qui est légalisée par l'ouverture du mariage. Je rappelle ça, mais vous vous en souvenez, mais enfin il faut quand même se souvenir que les 10 ans de discussion sur la reconnaissance de la conjugalité homosexuelle ont été obsédés, organisés, pensés, discutés de façon à ce que on reconnaisse des droits au couple, à la conjugalité et surtout pas à la possibilité de devenir parents ensemble. C'est le Pacs qui ne donne aucun droit à la parenté et qui donne des droits en matière simplement de reconnaissance de la conjugalité. Le deuxième point, pour relativiser cette ouverture, c'est que les célibataires, effectivement j'ai beaucoup travaillé sur les maternités célibataires, ont droit à une reconnaissance in extremis sur les chapeaux de roue
qui a failli être à demi-mot, et elles ont même failli ne pas être admises dans cette ouverture de la PMA à toutes les femmes. Une énorme hostilité des gens de la manifestation pour tous contre les maternités célibataires. Bon, déjà, ils ne sont pas extrêmement chauds sur les maternités de couples homosexuels, mais bon, quitte à ne pas avoir de père, s'il y a une deuxième mère, ça remplace un petit peu la solitude de la maternité. Mais la maternité célibataire, pour elle, c'est vraiment, alors là, le fait de déclarer qu'il n'y a pas de père présent dans l'entrée en maternité, dans l'entrée en parenté, pardon. Donc une hostilité très très forte. Mais aussi une hostilité assez importante dans le milieu des psychologues, des psychanalystes, y compris les plus progressistes, pour qui la question de la séparation de la mère de son enfant est une question centrale, dans laquelle normalement, théoriquement, elle est assumée par le père. Dans la théorie freudienne, le père organise la désaffiliation, le désengorgement de l'enfant par des mères trop maternantes, incarnant la loi et les séparant de la maternité quotidienne, nourricière. Donc les psychologues et les psychanalystes progressistes se sont un peu rangés à l'idée que, après tout, une deuxième mère pouvait être cet agent séparateur par rapport à la mère qui a accouché, qui est la mère biologique de l'enfant, mais que pas de tierce personne mettait un peu en péril l'avenir psychologique de ces enfants. Donc on a eu également, contre les maternités célibataires, pas mal d'objections en provenance des milieux psychanalytiques. Le deuxième argument, alors contre lequel mes enquêtes se sont un peu inscrites en faux, c'est que effectivement la monoparenté telle qu'elle existe dans les statistiques et dans la société actuelle, la monoparenté est synonyme de précarité et de fragilité, mais les entrées en maternité des célibataires seuls n'ont rien à voir avec la monoparenté qui résulte d'une séparation ou d'un divorce. Ce qui est la monoparenté dans la société actuelle, ce sont des femmes qui ont eu un enfant en couple. Le couple s'est défait et elles se retrouvent seules avec l'enfant. Donc, problème de logement, problème de revenus, problème de garde d'enfants, qu'elles n'avaient pas eu à affronter dès le départ. Alors que les maternités volontaires, célibataires, sont des maternités dans lesquelles le projet inscrit déjà qu'il n'y aura pas de logement commun avec quelqu'un d'autre, il n'y aura pas de revenus communs, qu'elles auront à assumer seules à la fois l'aspect domestique, financier et quotidien, et en même temps que l'aspect légal. Donc je dirais que cette cause des maternités célibataires était une cause fragile. Elle était une cause fragile, d'autant plus que à l'époque, maintenant il existe une association depuis 2 ans qui s'appelle Maman Solo, et qui essaye de promouvoir et de faire reconnaître, et qui a réussi d'ailleurs, à faire reconnaître la légitimité des maternités célibataires. Mais à l'époque, il n'y en avait pas, et c'était des maternités qui existaient, hein, avec un copain qu'on rencontre, avec quelqu'un qu'on piège, et qui n'étaient, ou bien en allant à l'étranger, dans des pays où c'était autorisé, par exemple en Espagne ou en Belgique, ce n'étaient pas des maternités qui étaient très brandies sur la place publique et qui étaient plutôt un peu secrètes, un peu tabous, un peu hors de l'espace public. Et là, elles viennent de rentrer dans l'espace public de façon presque, j'allais dire miraculeuse, c'est un peu exagéré. Pour relativiser encore l'impact de cette ouverture, arrive dans ce débat sur la révision de la loi bioéthique, alors que l'ouverture était attendue, arrive une controverse inattendue, qui est une controverse concernant la filiation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où
Alors, la filiation, je précise, la filiation, c'est le lien légal entre les parents et les enfants. C'est celui qui est inscrit à l'état civil des enfants, quelle que soit la part, la participation seulement éducative, participation biologique, participation à la procréation, ça n'est pas ça qui définit la filiation. Donc la question était de savoir comment vont être reliés ces enfants à leurs parents, compte tenu qu'on n'est pas dans un contexte de parenté hétérosexuelle classique pour laquelle les lois de la filiation ont été faites. Alors, le débat, les conséquences de la possibilité de l'adoption qui demeurent se sont révélées absolument insupportables pour les familles. Parce que demander à adopter l'enfant de son conjoint, c'est déjà assez bizarre parce que c'est déjà son propre enfant qu'on a voulu, désiré et fait venir au monde ensemble, enfin fait venir dans la famille ensemble. Et d'autre part, selon les juridictions, selon les juges, il y a des juges qui ont pris ça comme une formalité. Donc les deux femmes venaient et en deux mots et en 3 papiers, la chose était réglée. Il y en a qui ont refusé l'adoption. Et il y en a qui ont fait des véritables enquêtes d'adoption, comme pour des enfants qui n'ont pas de parents du tout et qui sont soumis à un agrément. Les 2 femmes, avec leurs enfants déjà existants, se sont vues visiter leur appartement. Est-ce qu'il y a assez de place pour les enfants? Est-ce que vous avez les moyens de les éduquer correctement? Enfin, toutes les visites qui sont liées à l'agrément. Donc c'était une situation insupportable qui durait très longtemps, qui faisait que pendant 9 à 10 mois, voire 1 an, ces enfants n'avaient toujours pas 2 parents légaux, alors qu'elles avaient 2 parents à domicile, 2 parents qui l'avaient voulu, 2 parents avec lesquels elles vivaient. Donc la question était comment établir une filiation qui soit valable tout de suite, dès l'arrivée de l'enfant. Donc il y avait 3 possibilités. La possibilité qu'on va appeler la possibilité du droit commun, c'est-à-dire de calquer la filiation des parents homosexuels sur celle des hétérosexuels, c'est-à-dire quand ils sont mariés, la mère qui a accouché est automatiquement la mère et le mari en couple hétérosexuel est automatiquement le père, donc la femme en situation homosexuelle serait automatiquement la mère. Donc c'était alors on a parlé de présomption de maternité, mais de toute façon l'idée c'est que quand elles sont mariées, la deuxième mère est automatiquement mère, et si elles ne sont pas mariées, elles font comme les concubins dans une situation hétérosexuelle, c'est-à-dire qu'elles vont reconnaître en mairie avant la naissance ou le jour de la naissance l'enfant comme étant aussi le leur, et elles sont automatiquement reconnues comme les mères légales. Donc ça c'est l'option droit commun. Il y avait une autre option qui s'appelait, dont vous avez sûrement entendu beaucoup parler parce qu'il y a eu beaucoup de presse dessus, qui était d'instituer une déclaration anticipée de reconnaissance volontaire, déclaration anticipée de filiation volontaire, mais qui serait valable non seulement pour les hétérosexuels, mais aussi, non seulement pour les homosexuels, mais aussi pour les hétérosexuels à partir du moment où elles avaient recours à un don pour avoir leurs enfants. L'idée étant que les hétérosexuels qui avaient recours à un don et qui étaient inscrits dans le droit commun pouvaient laisser faire croire que le père était le géniteur et que donc c'était une entorse par rapport à la réalité, et ça entretenait en plus la possibilité d'un secret vis-à-vis des enfants qui n'était pas tenu, les parents n'étaient pas tenus, obligés de leur dire qu'ils avaient bénéficié de l'aide d'un donneur. Donc l'idée, c'était la proposition d'Irène Théry, qui a été reprise par le rapport de Jean-Louis Touraine à l'Assemblée nationale, d'instituer une déclaration qui ferait une filiation spécifique pour tous les gens issus du don, hétérosexuels ou homosexuels. La troisième solution, c'était de faire une filiation spécifique, mais uniquement pour les homosexuels, avec une reconnaissance anticipée
par les deux parents. C'était la proposition timidement formulée, parce que le Conseil d'État est toujours très prudent, mais c'était la proposition du Conseil d'État, et c'est la proposition qui finalement a été reprise par le gouvernement. C'est-à-dire que le projet de loi gouvernementale qui est à l'heure actuelle adopté en première lecture institue une filiation spécifique pour les homosexuels. Donc les homosexuels rentrent dans le rang commun en termes de droit à avoir des enfants, mais elles ne rentrent pas dans le droit commun en matière de reconnaissance de leur parenté officielle. Donc on peut dire que c'est une limite à l'ouverture, qui fait d'ailleurs que contre ce projet gouvernemental, il y a pas mal de boucliers, il y a pas mal de gens qui continuent à protester, aussi bien les partisans de la DAV que les partisans... Alors, parce que la déclaration anticipée de volonté, elle est devenue tellement commune dans les discussions que ça s'appelait la DAV. Donc la DAV a été éliminée par le gouvernement, le droit commun a été également écarté par le gouvernement. Donc, aussi bien les partisans de la DAV que les partisans du droit commun considèrent que cette filiation spécifique est une filiation stigmatisante et éventuellement discriminante, puisqu'on met à part dans le droit les enfants qui sont nés dans un contexte homoparental. Alors, la brutalité du texte initial de loi était un peu atténuée, mais enfin, grosso modo, on est quand même dans le contexte d'une filiation spécifique, mais qui ne sera pas inscrite sur l'acte de naissance. C'est l'atténuation qu'a introduit la loi gouvernementale avant son passage au Parlement. Donc, on peut dire que c'est quand même une réforme qui a à la fois des côtés assez rétrogrades, dans la mesure où depuis 2005, il n'y a plus du tout de lien entre la procréation et la filiation. C'est-à-dire que depuis 2005, au moment où la différence entre les filiations naturelles et les filiations légitimes ont été éliminées du droit, un enfant qui est né hors contexte, qui naît d'un adultère, a exactement la même filiation, et la filiation naturelle illégitime a disparu. Donc là, on réintroduit un lien entre procréation et filiation, ce qui peut poser un problème par rapport à justement cette de plus en plus grande indépendance entre la formation des parents, des familles et la reconnaissance légale de ces familles. Et puis on peut dire aussi que c'est une concession qui est faite à l'opposition, un peu vraiment dans le genre et en même temps, c'est-à-dire qu'on ouvre, mais on n'ouvre pas en faisant croire que c'est la même chose, et donc on laisse à l'opposition qui est absolument contre, vent debout, l'ouverture aux parentés homosexuelles, la reconnaissance du fait que c'est ouvert mais c'est pas pareil. Donc on est dans un dispositif qui est un dispositif qui est un dispositif qui n'est pas d'ouverture, d'assimilation totale de la monoparenté à... si, la monoparenté n'est pas touchée, de l'hétéroparenté et de l'homoparenté. Donc on n'est pas dans un dispositif qui les assimile. Alors le deuxième changement majeur, c'est la levée de l'anonymat. Alors l'accès aux origines, par contre, est discuté dès 1994 et est rediscuté à chaque échéance parlementaire. Et en 1994, on décide que les dons, enfin la loi, le comité d'éthique, la loi, décide que les donneurs, et que les donneurs seront rigoureusement et strictement anonymes pour modeler le don de gamètes sur le modèle du don du sang ou du don d'organes. Donc
dans ce dispositif d'anonymat complet, le donneur ne sait pas à qui il donne, les receveurs ne savent pas de qui ils reçoivent. L'identité du donneur reste secrète, elle est seulement connue par les sécos qui gèrent le centre d'études et de conservation des œufs et du sperme, qui sont les centres médicaux qui monopolisent le don de gamètes. Il n'y a que eux qui peuvent faire don d'ovocytes, don de sperme et don d'embryon. Donc c'est eux qui savent qui a donné. Ils sont les seuls à savoir et ils n'ont pas le droit. D'ailleurs, bon, j'ai oublié, mais si jamais ils révélaient une identité d'un donneur, ils ont peine d'emprisonnement, amende. Enfin, c'est une interdiction costaud qui n'a jamais été appliquée parce que les peines n'ont jamais été appliquées parce que personne n'a jamais révélé. Et les sécos ont toujours maintenu absolument ferme cette loi de l'anonymat. Mais au fur et à mesure que le temps s'écoule, apparaît un nouveau phénomène qui sont les enfants du don, qui sont nés par un don, notamment par un don masculin, par un don de gamètes, qui commence, parce que le don de gamètes a existé avant 1994, mais qui commence à grandir, qui commence à prendre la parole, pour expliquer que ne pas connaître une partie de leur histoire, c'est les empêcher d'avoir une identité complète, puisque, bon, concrètement, quand ils vont chez le médecin, on leur demande quels sont leurs antécédents médicaux, il y en a la moitié qui ne connaissent pas. Au début, ça ne les intriguait pas trop, c'était pas ça qui les préoccupait le plus. Petit à petit, quand ils deviennent plus grands, qu'ils ont eux-mêmes des enfants, tout à coup, ce trou de connaissance de la généalogie biologique et génétique paraît comme un manque. Mais c'est surtout la question des ressemblances qui est absolument décisive dans cette quête des enfants sur leurs origines, puisque s'ils ne ressemblent ni à leur mère ni à leur père, ils savent que tout ça, ça vient d'un donneur dont ils ignorent et les caractéristiques physiques et l'identité évidemment, et que cette question des ressemblances est une motivation très très importante pour entamer cet anonymat du don. Deuxième point qui fait bouger beaucoup la situation, c'est l'arrivée des tests ADN. C'est-à-dire qu'il y a d'une part ces témoignages d'enfants qui créent une association, qui expliquent qu'ils ont l'impression d'avoir leur histoire de vie qui est un peu incomplète, qui expliquent tout de suite qu'ils ne cherchent pas de père, que le géniteur n'est pas considéré par eux comme un père de rechange. D'ailleurs, ils ont mis très longtemps, notamment le plus connu, Arthur Kerr-Malvezen, qui connaissait depuis qu'il était né, qu'il était issu d'un donneur, n'a pas voulu exprimer publiquement ce manque de ne pas connaître le donneur, pour ne pas froisser son père, qui est son père légal, éducateur, affectif, etc. Et que donc le donneur n'est recherché que comme un troisième personnage dans le paysage de la famille, mais pas du tout comme un père de remplacement. Et le deuxième phénomène qui va modifier considérablement les choses et le débat, c'est l'arrivée des tests ADN qui sont interdits en France. On n'a pas le droit, sauf par décision de justice pour recherche en paternité, quand il y a un conflit, de faire des tests ADN. Mais Internet a facilité les choses et maintenant vous pouvez, si ça vous amuse vous aussi, pour 50 ou 60 €, faire un test ADN qui s'appelle des tests généalogiques, qui sont en général pas des recherches de géniteurs, qui sont des recherches de quelle région on vient, de quelle partie du monde on vient, mais qui sont aussi des endroits où on donne son ADN. Et il y a des immenses sites qui comparent les ADN qu'ils ont reçus. Et il y a plusieurs enfants du don, c'est comme ça que je les appelle, qui ont retrouvé leur donneur par ce qu'ils appellent des matchs,
des tests ADN, c'est-à-dire on leur trouve 10% d'ADN commun avec une personne qui habite peut-être, bon, Arthur c'était avec une personne qui habitait en Angleterre, et en rentrant dans la généalogie de ces personnes, on peut retrouver le donneur si sa lignée et sa famille a donné des signes ADN évidemment. Et ça change énormément les choses parce que on peut presque dire que la loi est caduque parce qu'elle est contournée. Et elle est contournée de plus en plus, et les enfants qui font partie de l'association qui revendique la levée de l'anonymat ont tous été faire leur test ADN et attendent avec fébrilité ou désespoir, parce que quand ils n'ont pas de réponse, quand ils n'ont pas de répondant, des indications sur l'éventuelle généalogie à laquelle ils pourraient être liés par leur donneur. Mais pourquoi on peut dire que cette levée de l'anonymat est quelque chose également est une réforme qui n'est pas une réforme complète de la question de l'anonymat. En réalité, ça n'est pas une levée de l'anonymat. C'est-à-dire que sont maintenues les interdictions de connaissances réciproques entre le donneur et les receveurs. Donc, le donneur et les receveurs qui vont dans des sécos, de toute façon, ne peuvent pas se connaître et vont recevoir un don anonyme. Cette non-levée de l'anonymat est confortée dans les débats actuels qui viennent d'avoir lieu à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a quelques amendements qui ont été proposés pour faire accepter le don direct, c'est-à-dire que des gens puissent avoir leur propre donneur qu'ils choisissent de leur entourage. Souvent, c'est l'entourage familial, l'entourage professionnel, l'entourage amical. Don direct qui est reconnu dans un certain nombre de pays, notamment en Belgique. Donc il y a des couples français qui vont en Belgique pour bénéficier d'un don direct parce qu'ils veulent avoir un don de quelqu'un qu'ils connaissent, qu'ils considèrent qu'un gamète, c'est pas une cellule, que c'est quelqu'un qui a une histoire, et que connaître cette histoire et s'interconnaître sans qu'il y ait la moindre interchangeabilité des rôles est quelque chose de légitime. Bon, le don direct a été interdit, a été refusé par l'Assemblée nationale, donc on reste dans le cadre d'un échange qui est anonyme depuis le début. Bon, d'autre part, c'est assez limité aussi, puisque... et donc, cette levée de l'anonymat n'est pas une levée de l'anonymat en tant que telle, mais plutôt un droit d'accéder à ses origines, ce qui n'est pas exactement la même chose, ce qui est beaucoup plus restreint que la levée de l'anonymat. Ce droit d'accéder aux origines est lui-même extrêmement encadré, puisque les enfants issus d'un don ne pourront faire de recherches sur leur donneur qu'à l'âge de 18 ans. Alors, vous me direz, tout ça n'est pas très grave, hein, et c'est un peu conventionnel, 18 ans c'est la majorité, on considère qu'ils ont réfléchi, qu'ils sont mûrs, etc. Mais c'est en même temps, si... Bon, il y a des cas où les familles ont témoigné que vers 14-15 ans, c'était un problème crucial pour leurs enfants, et que si les parents étaient d'accord, pourquoi ne pas l'ouvrir un peu plus tôt? Donc tout ça est quand même bien encadré pour qu'il n'y ait pas de souplesse dans le dispositif. Alors, donc maintenant, dans le projet de loi, à 18 ans, les enfants, quand ils auront 18 ans, s'ils le souhaitent, pourront avoir des données non identifiantes sur le donneur, c'est-à-dire qui il est, sa situation familiale, etc. Bon, sa situation professionnelle, pourquoi il a donné, et son identité s'il le souhaite. Hein. Donc c'est quand même une ouverture forte pour l'enfant sur la connaissance du donneur. Mais tout est organisé pour que on ne facilite pas les rencontres. Il y a même eu
des interventions à l'Assemblée nationale pour dire mais dans le texte de loi on peut dire que les enfants du don pourront connaître l'identité du donneur et éventuellement le rencontrer s'ils le souhaitent et si les deux le souhaitent. La rencontre a été supprimée de l'élaboration de la loi. Donc c'est vraiment en termes de connaissances entre deux personnes et ensuite, bon évidemment, si ils ont accès à l'identité de l'un de l'autre, que la loi le veuille ou non, s'ils ont envie de se rencontrer, ils se rencontreront. Mais la loi n'encourage pas la rencontre. Il n'y a pas de rétroactivité, mais ça c'est tout à fait normal, puisque c'est difficile de faire revenir en arrière des gens qui ont donné sous le régime de l'anonymat et qui tout à coup pourraient être contactés. Mais il avait été proposé que les anciens donneurs qui avaient donné sous le coup de l'anonymat, il y a peut-être 20 ou 30 ans, puissent être recontactés si des enfants, pour savoir si jamais ils étaient cherchés par des enfants issus de leurs dons, ils seraient d'accord. Pour le faire, c'est une disposition qui a été également refusée par le projet de loi. Quatrième restriction, ou cinquième, je ne sais pas, le donneur peut connaître le nombre des enfants qui sont issus de ses dons, puisqu'on a droit dans la loi actuelle à 10 naissances par don. Donc ça peut faire des familles assez nombreuses, ou des fausses familles en tout cas. Et c'est une disposition qui a été acceptée par le Parlement contre l'avis du gouvernement, par des amendements qui provenaient de députés, et les ministres ont promis que cette chose serait revue en deuxième lecture. Donc il est plus que probable que en deuxième lecture, le donneur ne pourra pas n'aura plus le droit de demander combien d'enfants sont nés de ces dons. En plus, les enfants du don, et alors ça c'est déjà dans le projet de loi, ne peuvent pas savoir combien d'enfants sont nés du même donneur. Or, dans les préoccupations qui les ont fait accéder à la parole publique pour demander que soit levé l'anonymat, la question des demi-frères et sœurs, puisque a été essentielle. D'abord par crainte un peu fantasmatique, mais qu'on comprend, de se lier amoureusement et sexuellement avec quelqu'un qui est issu du même donneur. Donc de se retrouver dans une situation de type incestueuse, ce qui est une hantise chez les enfants du don. Et en plus, avec l'idée, et ça c'est quelque chose qui est assez important, là où les donneurs peuvent être retrouvés, notamment aux États-Unis, où il y a des sites entiers où les donneurs et les enfants du don peuvent se retrouver, on a constaté, parce que maintenant ça fait un certain nombre d'années, que ce qui fait le plus, la dynamique la plus forte enclenchée par cette connaissance du donneur et du nombre d'enfants, c'est pas tellement le donneur, bon ça y est, on sait qui c'est, on l'a identifié, on sait à quoi il ressemble, on sait pourquoi il a donné, etc. Mais c'est la satisfaction, le plaisir de retrouver ce que moi j'appelle une famille élargie, c'est-à-dire rien d'institutionnel, même pas d'institution de demi-frères, mais de retrouver des demi-frères et sœurs, de festoyer avec eux, de faire Noël avec eux, de fêter des anniversaires avec eux, et d'avoir le sentiment d'appartenir à une immense fratrie, même si elle n'est pas institutionnelle. Or, en interdisant aux enfants français issus d'un don de savoir combien d'enfants sont nés d'un donneur, évidemment, on interdit ce sentiment d'appartenance, cette possibilité d'appartenance à une famille élargie. D'ailleurs, ça a été très, très clairement expliqué pendant le débat parlementaire. La levée partielle, donc l'accès aux origines, est faite pour la rencontre de deux personnes, qu'elles sachent qui est qui, et surtout pas pour insuffler un souffle familial ou une dimension familiale. Donc rencontre, frères et sœurs, enfin tout ce que j'ai dit auparavant. Et ça a été dit de façon explicite par
lors du débat à l'Assemblée nationale. Et bon. Donc c'est une levée de l'anonymat qui est strictement encadrée et qui n'est pas confiée à un régime de liberté. Je dirais que ça ne met pas en rage les associations parce que qui ont milité pour le droit d'accès aux origines, parce que les associations n'ont jamais voulu, n'ont jamais revendiqué de faire famille à partir de cette connaissance du halo qui entoure leur naissance avec le donneur, les demi-frères et sœurs. Mais ils auraient voulu avoir une connaissance plus élargie sur l'ampleur du processus dont ils sont une partie seulement. Alors, troisième point, on en est où? Bon, alors je vais accélérer. Ce qui est très important dans cette révision de la loi, telle qu'elle est proposée aujourd'hui, c'est de constater le maintien et la force du modèle procréatif conjugal et de l'exclusivité parentale. C'est un modèle procréatif conjugal qui est à la fois inscrite dans la loi et à la fois inscrite dans les têtes. C'est-à-dire que pour la société contemporaine, malgré la diversité, l'éclatement des familles, des parentés, etc., le modèle qui reste le modèle de référence auquel on s'accroche, bon, c'est le modèle procréatif conjugal. Alors je vais donner plusieurs exemples à l'appui de cette idée. Quand il y a eu des mères porteuses, au départ, elles étaient appelées mères porteuses. Très très vite, les personnes qui se sont engagées dans des gestations pour autrui ont demandé à ce que la terminologie mère soit supprimée. La gestatrice ne peut être que une tierce personne sans aucune référence maternelle, même si elle a une part de maternité corporelle du fait qu'elle a porté l'enfant et qu'elle en a accouché. Pareil pour le donneur. Au début, les associations parlaient volontiers du fait qu'ils recherchaient leur père biologique. Et puis, ils ont compris que ça introduisait beaucoup de confusion, puisque les gens leur reprochaient de vouloir changer de paternité. Et maintenant, ils sont clairs, fermes sur l'idée que le donneur est un géniteur. Et il ne peut être affublé d'aucun signe de paternité, même s'il y a, disons, une paternité biologique qui n'est pas légale. Les mères célibataires, volontaires, auprès desquelles j'ai pas mal enquêté, entrent en maternité seules, non pas par rejet de la conjugalité, non pas par rejet de l'homme sur le modèle féministe post-68 mais par défaut de conjoint. Et ce sont des femmes qui sont assez âgées, enfin assez âgées, oui, par rapport à la maternité, mais enfin, ça se décide plutôt vers 38 ans que vers 30-35 ans. Et on les a beaucoup présentées comme des Wonder Woman qui ne faisaient que penser à leur métier, à leur carrière, à leur boulot et avaient oublié un peu la maternité. En fait, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire, ce sont des femmes qui travaillent, qui ont passé pas mal de temps, celles qui, pour l'instant, qui ont passé pas mal de temps à faire des études, à rentrer dans le travail. Mais le fait d'être sans enfants résulte du fait vers 38 ans, 38-40 ans, elles se retrouvent sans conjoint. Soit qu'elles aient eu des conjugalités un peu disruptives, soit aussi très fréquemment que le conjoint avec lequel elles étaient installées un certain temps n'ait pas voulu s'engager dans un enfantement commun. Et toute la thématique de ces mères, c'est de dire « je préfère avoir un enfant même sans conjoint, qu'un conjoint sans enfant ».
Donc c'est un retournement des priorités par rapport aux normes de la société contemporaine, c'est-à-dire, bon, normalement c'est la conjugalité d'abord, l'enfantement après. Elles inversent les rôles parce qu'elles attendent toujours, certaines même attendent toujours le prince charmant. Donc il n'y a absolument pas de rejet de la conjugalité dans ces entrées en maternité célibataire. Donc, et le modèle dont elle parle, c'est si on avait pu le faire avec un concubin ou un mari, ça aurait été tellement mieux. Et elles ne le disent pas tellement pour l'enfant. C'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire elles n'ont pas été dévastées par l'idée qu'être mère seule avec son enfant, c'était vraiment... ça leur pose des problèmes. Elles sont un petit peu, parfois culpabilisées, de proposer à l'enfant une famille où le père n'est pas là. Mais c'est aussi cette idée que l'enfant n'est pas né d'un acte d'amour entre deux personnes. Et cette idée que la procréation est quand même liée à une conjugalité affectueuse et affective demeure dans les représentations. En même temps, dans les représentations sociales, qui ne sont pas du tout accréditées par la loi, mais qui sont dans les représentations sociales, il y a une extrême valorisation du lien familial, quelle que soit sa teneur, vie commune, parenté, parenté officielle, parenté symbolique. Bon, je peux donner plusieurs exemples de cet attachement à ce qu'on pourrait appeler une famille élargie, donc pas la famille institutionnelle faite des parents et de leurs enfants, mais quelque chose de plus large qui englobe les cousinages, les ascendants et les descendants, les parents symboliques comme les parrains et les marraines. Et pour ces gens-là, le géniteur pourrait être une figure de cette famille élargie. Qu'est-ce qui fait penser ? D'abord, certains y pensent, et ils se demandent quelle place ils donneront au géniteur s'ils le retrouvent. Et ce qui fait penser, c'est beaucoup ce qui se passe avec les mères porteuses. Parce que les mères porteuses, ou les gestatrices, excusez-moi, les mères porteuses qui ne peuvent pas être anonymes, qui accouchent, qui sont connues des parents qui vont recevoir l'enfant qu'elles ont porté, parlent... les familles, alors soit ça se passe très très mal, et ça, il y a rupture complète entre la mère porteuse et la famille d'accueil. Ça, ce sont des choses autour desquelles il n'y a pas beaucoup de publicité. Mais quand ça se passe de façon relativement harmonieuse, en entente entre les deux parties prenantes de cet enfantement, les mères porteuses sont désignées, enfin sont nommées par les parents qu'on appelle maintenant les parents d'intention, qui sont les vrais parents, quoi, les parents des enfants, sont nommées des marraines, très souvent, comme des marraines, où c'est les mères des enfants nés par GPA disent « c'est comme ma sœur ». Bien qu'il n'y ait absolument aucun lien, mais c'est comme ma sœur parce que c'est un lien plus fort qu'un lien de procréation commune. C'est un lien où on se sent faire partie d'un même halo affectif que moi j'aime bien appeler la famille élargie, puisque c'est pas institutionnel, mais c'est un sentiment d'appartenance familiale. Alors, pour terminer, je vais interroger un peu comment on pourrait qualifier cette nouvelle loi qui va être adoptée dans quelques mois après la deuxième lecture au Parlement, sur laquelle le gouvernement ne bougera pas beaucoup. J'ai beaucoup de mal à la qualifier. Bon, ce que vous avez entendu de ce que j'ai dit précédemment, c'est que ça n'est pas une loi qui révolutionne les mœurs, hein. Ça n'est pas une loi révolutionnaire. On est dans le cadre d'une réforme. Donc, de quelle réforme s'agit-il ? Est-ce que c'est une réforme en profondeur ou est-ce que c'est une réforme qui lâche des
des nouvelles libertés. La question est, est-ce que le modèle bioéthique français est mis en cause, qui a été défendu par tous les comités d'éthique et par les diverses lois, dont les comités d'éthique sont si fiers d'avoir résisté au changement? Est-ce qu'on a un maintien du paradigme, une inflexion, une refonte, une rupture ou un aménagement? Bon, alors j'avais donné un titre absolument nul, parce que revisiter, ça veut dire que on se prononce pas tellement sur l'ampleur des bouleversements qui sont liés à cette révision. Donc je suis encore un peu en recherche d'une terminologie, mais pour dire, d'un côté, il y a vraiment changement de problématique, changement de paradigme, changement de problématique, c'est-à-dire qu'on passe d'une réflexion qui était ancrée sur les principes, la bioéthique à la française dont sont si fiers les politiques et les bioéthiciens françaises, c'est une bioéthique qui s'appuie sur des principes, notamment l'indisponibilité du corps. Donc, et qui n'est absolument pas pragmatique. Ensuite, de l'indisponibilité du corps, on va déduire des interdictions et des autorisations. Or là, avec cette révision, on entre dans une problématique différente, qui est une problématique déjà initiée par le premier avis du Conseil national d'éthique, qui, au lieu de parler des grands principes comme il le fait habituellement, parle de tenir compte de l'évolution des familles, et que la revisitation de la loi de bioéthique s'inscrive dans une réflexion sur la pluralité de plus en plus importante des modèles familiaux. Donc, ouvrir la PMA ajouterait un morceau au puzzle de cette mosaïque familiale qui est gigantesque. Donc la problématique est déjà beaucoup plus reliée à des problématiques de société. Bon, il y a un tout petit peu, quoique évidemment, ils disent tous qu'on ne va pas changer la loi française sous prétexte que les choses se font ailleurs autrement, mais tout le monde est quand même marqué par le fait qu'il n'y a que 3 pays, la France, l'Allemagne et l'Italie, qui ont des législations restrictives. Et tous les autres pays ont des législations beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus libérales que la législation française. Ce qui a créé ce qu'on appelle d'un terme absolument abominable le tourisme procréatif, qui est en fait une migration procréative, puisque les gens vont faire leur transfert et reviennent chez eux. Hein. Donc c'est pas, ils visitent pas Barcelone, hein, ils visitent plutôt les cliniques de Barcelone. Mais c'est un phénomène qui a pris une certaine ampleur depuis 3-4 ans. Donc évidemment, les comités d'éthique et les politiques ne disent pas qu'il faut faire pareil parce que ça se fait autrement à côté, mais on est quand même entouré d'abord de choses que les gens vont faire à l'étranger, donc de phénomènes de société. C'est-à-dire que les gens, si ce n'est pas faisable sur le territoire français, on est tellement attaché à ce projet qu'on va le faire dans des pays où la législation est plus souple. En même temps, il n'y a pas vraiment de changement de logique dans l'organisation de la nouvelle loi de bioéthique. Donc, alors, en quoi il n'y a pas de changement de logique? L'exemple le plus frappant est que la gestation pour autrui demeure totalement interdite et même interdite de débat. C'est-à-dire qu'on n'en a pas débattu à l'Assemblée nationale. C'était pas inscrit dans les... Alors, il y a eu quelques éclosions de paroles avec des amendements ou avec des tribunes dans la presse. Et on peut dire que je peux témoigner que depuis 1994, la question de la gestation pour autrui a été absolument régressive. C'est-à-dire que en 1994, c'était interdit après un avis du Conseil d'État, mais en 2011,
ça a été énormément discuté. Il y a eu un projet de loi présenté par Michel André, une ministre socialiste, pour autoriser la gestation pour autrui en France, un peu selon les mêmes modalités qu'en Angleterre, c'est-à-dire non commerciale, avec juste une compensation pour le temps de la grossesse, soumis à des comités d'éthique. Cette loi n'est pas passée, évidemment, mais cette fois-ci, on n'en a même pas rediscuté. C'est-à-dire que les gens qui brandissaient la terminologie de la GPA n'est pas partout comme ça se passe en Inde. La GPA peut être très bien encadrée, ou ceux qui plaidaient pour que la gestation pour autrui soit liée essentiellement au consentement et pas à un modèle familial, c'est-à-dire que si la mère porteuse consent, ça suffit pour que ce processus soit légalisé. Tout ça n'a même pas été mis sur la place publique et sur les bureaux de l'Assemblée nationale. Donc on reste quand même dans un contexte où les principes de non-disponibilité du corps, de non-commercialisation et de insuffisance du consentement sont des principes qui restent au cœur, enfin quand même très connectés avec cette révision de la loi, puisque en témoigne l'interdiction de la GPA et même l'interdiction d'en parler. Donc bon, pour dire un peu ma pensée actuellement, enfin mon idée actuellement, c'est qu'on est face à une loi de libéralisation, c'est-à-dire qu'on offre plus de liberté. Alors il y en a d'autres que j'ai pas citées, l'autoconservation des gamètes, qui est quand même assez importante par rapport à la liberté procréative de la femme. Bon, on donne des libertés, on ouvre des portes qui étaient fermées. En ce sens, on peut parler de libéralisation, mais en aucun cas on ne peut parler d'une loi libérale au sens où tout serait ouvert, comme dans le droit anglo-saxon, tous les droits seraient ouverts. Il n'y aurait que des avis médicaux qui pourraient contredire des entrées en procréation médicalement assistée, mais sinon tous les cas de figure, toutes les situations conjugales, tous les âges sont ouverts, notamment en Angleterre. Bon. Et ce courant libéral est, il faut reconnaître, peu présent en France, peu défendu. Il avait été initié par Robert Badinter en 1985, qui, devant un Conseil de l'Europe, avait plaidé pour la liberté procréative, mais son plaidoyer n'a pas été aussi écouté que d'autres plaidoyers qu'il a fait sur la peine de mort, et cette idée de liberté procréative a été enterrée très très vite, dès 1994, enfin dès les débats qui président à la loi de 1994. Et en France, on peut dire que, à part Daniel Borillo et Ruvén-Augien, qui sont vraiment des représentants, qui étaient pour Ruvén-Augien, des représentants d'une option libérale concernant la bioéthique. Ruvén-Augien avait appelé ça une éthique minimale, c'est-à-dire une éthique qui se fonde sur un seul principe, qui est le principe du consentement et de ne pas nuire à autrui. Donc cette position-là n'est pas la position qui est la marque de fabrique de la révision de la loi. Voilà, pour situer un petit peu le contexte intellectuel et politique de cette révision en cours. Merci beaucoup, mais merci beaucoup Dominique d'avoir tenu le temps, puisque 56 minutes. Ah, formidable. Voilà, merci beaucoup.